La souveraineté des deux pays a été reconnue mutuellement. Il est donc temps de laisser ces deux pays vivre dans la paix. Le contingent de paix de la Fédération de Russie contribuera de toutes ses forces à cette cause. Nous appelons à mettre fin au processus de décolonisation, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale, à mettre fin aux pratiques coloniales et néocoloniales. Une illustration des règles que l'Occident veut imposer au monde entier est la destinée des engagements pris en 2009 consistant à verser 100 milliards de dollars par an pour financer des programmes d'adaptation au changement climatique. Comparez donc ces promesses non tenues aux sommes que les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne ont consacrées à soutenir le régime raciste de Kiev, s'élevant jusqu'à 170 milliards de dollars depuis février 2022. Réfléchissez-y et vous verrez ce que font ces fameuses démocraties occidentales éclairées de leurs fameuses valeurs. Il est grand temps de réformer l'architecture de gouvernance mondiale. Les États-Unis et leurs alliés doivent renoncer à des mesures de dissuasion artificielles. Ils doivent cesser d'empêcher une répartition des quotas au FMI dans la Banque mondiale en termes de vote. Ils doivent reconnaître le poids financier et économique réel des pays du Sud global. Il faut également débloquer immédiatement le travail de l'organe de règlement des différends de l'OMC. L'élargissement du Conseil de sécurité est une autre problématique urgente. Cela doit impliquer une inclusion de davantage de membres représentant la majorité mondiale des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Il est essentiel que les nouveaux membres du Conseil, permanents comme non permanents, puissent jouir d'une autorité dans leur région et dans les organisations de portée mondiale, telles que le mouvement des non-alignés, le groupe des 77 et l'Organisation islamique de coopération islamique. Il est temps de songer également à des méthodes plus justes au sein du secrétariat de l'ONU. Cela fait des années que les critères ne reflètent pas pleinement le poids des différents États et permettent une domination excessive de pays appartenant à l'OTAN ou à l'Union européenne. Les systèmes de contrats permanents offerts rattachent les détenteurs de ces contrats aux sièges qui sont pour la plupart installés dans des capitales appliquant la politique de l'Occident. Il faut soutenir la réforme de l'ONU. Il faut respecter à cette fin, l'équilibre des intérêts. Le groupe BRICS, qui a étendu son autorité suite au sommet de Johannesburg, compte jouer un rôle car il a largement étendu son influence au niveau mondial. Au niveau régional, on observe une renaissance d'organisations telles que l'Union africaine, la CELAC, la Ligue des États arabes, le Conseil de coopération du Golfe et d'autres structures. Dans la zone d'Eurasie, on voit se développer l'harmonisation des processus d'intégration dans le cadre de l'Organisation de Shanghai pour la coopération, de l'ASEAN, de l'Organisation du traité de sécurité collective, de la Communauté eurasienne économique, de la CEI, du projet chinois, une ceinture, une voie. On voit se former un vaste partenariat eurasiatique qui est ouvert aux pays de notre continent commun, sans exception. Ces tendances positives sont contredites par des tentatives de plus en plus agressives de l'Occident de conserver sa domination dans la politique mondiale, dans l'économie et dans le domaine financier. Or, il va de l'intérêt de chacun d'éviter la fragmentation du monde et l'isolement, la division en blocs et en macro-régions. Mais si les États-Unis et leurs alliés refusent de se mettre d'accord sur la transformation de ces processus en processus équitables, où l'on travaillerait sur un pied d'égalité, alors les autres peuvent en tirer les conclusions et songer à des mesures qui permettront d'obliger les autres à tenir compte de leurs perspectives, de leur développement socio-économique et technologique, en s'opposant aux instincts néocoloniaux d'anciennes métropoles. Le problème principal en Occident est que les pays sont prêts à se mettre d'accord, notamment dans le cadre du G20. Cela a été révélé dans le cadre du sommet qui a eu lieu en Inde. La principale conséquence de ce sommet est que le G20 doit être dépolitisé. Il doit pouvoir travailler à ses objectifs premiers, à savoir développer des mesures acceptables pour tous dans le domaine de l'économie et des finances. Il est essentiel de profiter de ce moment. Toutes ces
tendances doivent être prises en compte par le secrétariat de l'ONU. Sa mission est de réunir les États membres sous la houlette de l'ONU, et non pas à ses marges. L'ONU a été fondée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et toute tentative de revoir le bilan de cette guerre sape le travail de l'Organisation des Nations Unies. En tant que représentant d'un pays qui a contribué de manière significative à la défaite du nazisme et du militarisme japonais, je voudrais attirer votre attention sur ce point, et sur des points tels que la réhabilitation des nazis ou des collabos dans différents pays d'Europe, et en premier lieu en Ukraine et dans les pays baltes. Ce qui nous interpelle, c'est que l'année dernière, parmi les pays à avoir voté contre la résolution de l'Assemblée générale sur l'inadmissibilité de la glorification du nazisme, on a pour la première fois retrouvé l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Cette triste réalité fait planer le doute sur la sincérité du repentir des États mentionnés pour les crimes contre l'humanité à grande échelle commis au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Nous appelons à prêter une attention particulière à ces métamorphoses qui vont au rebours de la position de la majorité des pays du monde et des principes de la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, comme tant de fois par le passé, l'humanité se trouve à nouveau à la croisée des chemins. Le déroulement de l'histoire dépend de nous seuls. Il est dans l'intérêt de tous de ne pas nous laisser nous précipiter dans une grande guerre, de ne pas laisser démolir entièrement une architecture et des mécanismes bâtis par des décennies de collaboration au niveau international. Le secrétaire général a proposé une initiative pour organiser l'année prochaine le sommet de l'avenir. Le succès de cette manifestation dépendra de la capacité à tenir des intérêts de tous les États membres et de la capacité à respecter le caractère intergouvernemental de l'organisation. Dans le cadre de notre rencontre du 21 septembre, au sein du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies, nous nous sommes mis d'accord pour soutenir activement un tel résultat. Comme l'a dit M. Guterres lors d'une conférence de presse toute récente, si nous voulons la paix et la prospérité fondée sur l'égalité et la solidarité, alors les dirigeants ont la responsabilité toute particulière de parvenir à un compromis pour créer un avenir meilleur pour le bien commun. C'est une bonne réponse à ceux qui essayent de diviser le monde en démocratie et autocratie et qui cherchent à dicter à tous ces règles néocoloniales. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le ministre des Affaires étrangères